Hello, j'espère que tu vas bien. On va y aller direct. On est là pour décortiquer toute la doc de Google, ce qu'ils nous disent et comment ranker ton site premier avec les conseils de Google directement. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qui doit être travaillé et qu'est-ce qui doit pas l'être? On va tout décortiquer ensemble. Que tu sois un débutant ou un expert, je suis sûr que tu vas apprendre des choses parce qu'il y a très peu de personnes qui ont lu la doc et ça fait un très bon rappel. En fait, c'est un cours gratuit vraiment très 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 puissant. Allez, on est parti. Déjà, il faut savoir que dans Google Search Central, tu as toute la documentation autour de Google, ses différents outils, les mises à jour. Il y a énormément de valeur dedans. Donc, il faut absolument que tu aies au moins connaissance de ce qu'on trouve comme type de contenu dans cette fameuse doc. Et il y a une doc qui est très très intéressante, bien débutée en référencement naturel. Et en fait, au sein de cette doc, on va retrouver énormément de concepts, parfois oubliés des référenceurs, des possesseurs de sites, parfois pas du tout travaillés. Et c'est une très bonne façon de remettre les bases. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que au travers des moteurs de recherche, qui a pour but d'aider les internautes à découvrir le contenu, le SEO, donc le référencement naturel, permet de mettre en avant justement ces contenus-là. Donc en fait, juste dans le texte d'introduction, on a exactement ce qu'attend Google aussi dans tes contenus. Une contextualisation de pourquoi ce contenu-là et ce qu'on va trouver à la suite. Et tu vois, c'est exactement ce que tu dois avoir dans toutes tes pages en fait. Exactement la même chose. Un texte de cette taille-là qui contextualise toute ta page. Parce que là, en fait, on sait direct que on va parler du référencement naturel, de bien débuter, des bonnes pratiques, parce que regarde, il y a des mots-clés comme web, utilisateur, explorer le contenu, trouver le contenu, moteur de recherche, internaute, contenu, SEO, Search Engine Optimization, référencement naturel, interpréter le contenu, tac. Et tu vois, en fait, avec tous ces mots-clés-là, on sait déjà de quoi on parle, de quel est le sujet de la page. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses dans ton contenu aussi. Et à côté de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'objectif de Google en tant que moteur de recherche. Parmi ses utilisateurs figure un moteur de recherche qui aide les internautes à découvrir votre contenu. Et surtout, la mission de Google, aider les internautes à trouver votre site et décider s'ils doivent y accéder ou non via un moteur de recherche. C'est ça la finalité de Google. Bref, on passe à la suite. Donc, tu vois, tu as des documentations en plus pour aller creuser l'essentiel de la recherche. Le SEO consiste à aller plus loin et à travailler sur l'amélioration de la présence de votre site dans les résultats de recherche. Comment fonctionne la recherche Google? Google est un moteur de recherche entièrement automatisé qui fait appel à des programmes appelés robots d'exploration. Donc, les petits crawlers de Google qui vont aller sur ton site, sur ta page et essayer de comprendre le contenu, de quoi il parle, à la recherche de pages web à ajouter à notre index. Google détecte, explore et référence les pages web. Et c'est pour ça que parfois Google seulement détecte et explore. Et dans ta Search Console, tu vas retrouver Google a détecté, a exploré, mais n'a pas indexé. Parce qu'en fait, le contenu ne lui plaît pas. Donc, il ne le met pas sur son moteur de recherche. Combien de temps dois-je attendre avant que l'impact ne soit visible sur les résultats? Ça, c'est une question qui retombe tout le temps en SEO. Et tout le temps, tu vas avoir la réponse. Ça dépend. Ça dépend de ton site, ça dépend de l'ancienneté de ton site, ça dépend de ton contenu, ça dépend d'énormément de facteurs. Et tu vois, Google, il y manque pas. Chaque modification effectuée met un certain temps à se répercuter. Aucune information. Quelques heures à quelques mois. Donc c'est très vague et c'est pour ça que les grands changements, les ajouts de contenu, etc., ça prend au minimum plusieurs semaines. Si ton site publie régulièrement, tu l'auras peut-être en quelques heures, quelques jours, mais dans une moyenne des sites internet, on va partir sur des semaines en tout cas. Et pour un site tout neuf, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois pour que le site commence tout juste à avoir ses premiers résultats. Donc il faut bien avoir ça en tête aussi au début et c'est pour ça qu'on dit toujours, dès que tu commences ton business, commence ton site internet en même temps. Aider Google à trouver ton contenu. Là, il y a plusieurs techniques qui sont assez intéressantes. En gros, ils vont te donner le site de points search operator. En fait, site de points, et du coup, tu mets ton nom de domaine, ça va permettre de savoir si sur Google, ton site et tes contenus sont indexés, sont présents sur le moteur de recherche. Je t'invite à le tester avec site de points, ton nom de domaine, et tu vas voir en fait le nombre de résultats qui vont apparaître. Ça va être le nombre de résultats, le nombre de pages de ton site qui sont indexées. Et toujours, quand tu fais cette commande-là, tu as les pages qui sont positionnées par JUSEO, par autorité de page. Donc en fait, typiquement, si c'était pas ta homepage, la première page, c'est un peu étrange. Et ensuite, ta deuxième page, tu vas voir laquelle c'est celle qui est le plus poussée aux yeux de Google. Bref, ça te permet aussi de revoir un petit peu quelle page tu mets en avant, quelle page tu mets pas en avant, etc., etc. Si votre site n'affiche pas, consultez les exigences techniques. Donc, je t'inviterai à aller checker ça. Pareil, on parle de la promotion du site, on va y revenir un peu plus loin, c'est plus bas dans le contenu. Important d'envoyer un sitemap. Un sitemap, c'est en fait un document, une page web que tu envoies à Google et tu lui dis, OK, moi, sur mon site, j'ai telle URL, telle URL, telle URL qui sont importantes. Et du coup,
coup, tu lui envoies un peu en dur. En fait, il va pas aller les découvrir lui-même en allant sur ton site. Tu vas lui dire: «Moi, je veux que tu ailles sur ces pages-là parce que c'est les pages importantes de mon site» et le sitemap, tu peux l'envoyer directement via la Google Search Console. Donc ça, c'est absolument à faire, c'est dans les prérequis, obligatoires. Vérifiez si Google peut voir votre page comme les internautes la voient. Là, c'est assez intéressant parce que du coup, je suis allé cliquer sur cette documentation pour voir la manière dont les Googlebots voient la page, comment Google voit et interprète les pages web. Je sais pas si tu te souviens, mais si tu as déjà fait des cours de HTML, mais les pages web, sans CSS, c'est juste du texte qui s'affiche comme ça avec des liens hypertextes, etc. Et c'est un peu de cette façon-là que Google va comprendre le contenu. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'il faut le réfléchir aussi. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de, comme je te le disais tout à l'heure, des mots et une contextualisation dans le haut, parce que Google, en fait, il commence par le haut, donc il va prendre toute la partie haute et il va pas aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça va lui coûter trop cher d'envoyer tous ces petits robots sur tes 6000 mots de contenu. Donc, il va prendre qu'une partie du contenu. Donc, il faut qu'il y ait, par exemple, les liens les plus importants qui soient en haut, le contenu texte le plus important qui soit en haut, que tu répondes à l'intention de recherche tout en haut. Bref, tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Et tu vois, pour vérifier comment Google voit la page, tu peux utiliser l'outil d'inspection d'URL dans la Search Console directement. Donc en fait, dans la barre de recherche en haut dans ta Search Console, tu mets ton URL et après tu fais tester l'URL live et tu vas avoir la possibilité de voir comment Google la lit et tu vas voir c'est que du texte, que du code. Mais c'est intéressant en tout cas de comprendre quels sont les premiers éléments pris en compte, etc. etc. Organiser le site. Et là, ça devient intéressant. On part sur des vrais concepts du SEO, toute la partie maillage interne. Lorsque vous modifiez la configuration de votre site ou que vous en faites la refonte totale, il peut être judicieux de l'organiser de façon logique. Et oui, toujours penser avant même de commencer un site. Ok, quel type de page? Comment j'architecture mon site? Quelle catégorie je dois avoir? Quel type de page? Quel type de sous-page? Quel silo on va créer? Bref, c'est super important parce qu'il faut réussir à faire des connexions logiques, que ce soit logique pour l'utilisateur, que ce soit logique pour toi pour que tu t'y retrouves et que ce soit logique pour Google aussi. Ne supprimez pas tout, mais commencez à réorganiser votre site dès maintenant. Bon, ça, je vous conseille de faire appel à un expert SEO, quelqu'un qui s'y connaît, ça peut être moi ou n'importe qui d'autre, mais c'est une lourde tâche qui peut avoir beaucoup de répercussions sur un site. Donc le prenez pas à la légère, ne supprimez pas tout et surtout ne faites pas énormément de changements avant d'avoir à minima un avis sur ce type de sujet. Utilisez des URL descriptives. Ça, c'est intéressant que Google mette ça. Certaines parties de l'URL peuvent être affichées dans les résultats de recherche sous forme de fil d'Ariane. Et donc, le fait d'ajouter un fil d'Ariane et donc la page mère, la page fille, la page sous-fille, etc. Et c'est aussi intéressant de ce que Google nous dit, de l'avoir dans l'URL. Dans les facteurs de ranking de Google, apparemment, le fait d'avoir les mots-clés dans l'URL, c'est pas important. Mais là, il nous dit bien, faites en sorte que les URL soient intelligibles et logiques. Donc, mieux vaut avoir une URL intelligible. De la même façon, en fait, si on réfléchit de façon logique pour l'utilisateur, si on a exemple.com P309 un code incompréhensible et là pareil un code incompréhensible, bah ouais, on va pas trop savoir sur quelle page on est, de quoi peut être fait le contenu, etc. Alors que si on a exemple.com test fil d'Ariane, bah en fait là direct, rien qu'avec l'URL, je sais où je suis, je sais quel type de contenu je vais avoir sur la page, etc. Donc en effet, mieux vaut avoir des URL logiques. Et vous voyez, il met des exemples ici. Exemple.com, pets, cats, c'est mieux que d'avoir des chiffres, exactement ce que je disais juste avant. Regrouper les pages traitant de même sujet dans les répertoires. Ouais, en fait, ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que en fait, les URL, elles sont vraiment créées sous cette forme-là, sous la forme de répertoire. Et du coup, à partir du moment où on met un slash, en fait, on crée un sous-répertoire. Donc là, en fait, à partir de là, on va créer un sous-répertoire directement lié à l'homepage qui va s'appeler promotion. Et du coup, dans ce répertoire, donc on va l'avoir ici par exemple, promotion, on va avoir, hop, new promo. Donc on va avoir un sous-élément qui va s'appeler new promo. Et après, new promo, ça peut aussi devenir un sous-répertoire. Là, il suffirait de mettre un slash ici et de faire new promo 2024. Et du coup, on aurait les nouvelles promos de 2024 par exemple. Donc c'est important de réfléchir ces URL parce qu'en plus, en ayant une bonne structure d'URL, tu vas t'y retrouver beaucoup plus facilement quand tu vas faire ton maillage interne, etc. Ce sera beaucoup plus simple aussi logiquement pour toi, aussi pour tes utilisateurs, bref, pour tout le monde. Et tu vois, ils sont sympas, Google, ils ont même mis des guides pour les sites e-commerce parce que quand tu as des collections, des produits, etc., c'est toujours un peu plus complexe. Mais du coup, tu peux aller voir le guide ou encore une fois faire appel à un expert SEO. Réduire le contenu en double. Un site web affiche le même contenu sous différentes URL. C'est ce qu'on appelle le contenu double. Et donc là, on va parler d'URL canonique. Toujours important d'avoir sur une page web une balise canonical qu'on va retrouver ici, link égale rel canonical. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de dire que ces deux pages-là, elles sont pareilles, elles ont le même contenu, mais par contre, elles sont sur deux URL différentes. Et par contre, et à l'inverse, si ta page web, elle est unique, il faut absolument que sur cette page-là, ton link rel canonical, ce soit l'URL même de ta page. Donc en fait, soit tu mets la canonical, c'est une page différente, pour dire que en fait la page avec le contenu qui doit être pris en compte,
c'est telle page, et si c'est cette page-ci, donc la page unique, tu dois bien mettre l'URL de la page sur laquelle tu es. C'est un bon moyen pour Google de savoir si c'est du contenu dupliqué ou pas. Donc il faut vraiment avoir toujours une balise canonical. Ce sera toujours dans les recos un petit peu techniques des SEO, si tu l'as pas sur ton site en tout cas. Donc important de le mettre en place. Et donc ils mettent d'ajouter des redirections si plusieurs pages contiennent les mêmes informations pour renvoyer le jus vers la bonne page et qui est qu'une seule page unique. Parce qu'encore une fois, l'objectif de Google, c'est de réduire son budget de crawl. Donc tous les petits robots qu'il envoie, faire en sorte que ça lui coûte le moins cher possible aussi. Donc il va lire qu'une partie du contenu. Et donc, en fait, si tu as 50 pages qui ont le même contenu, pour lui, ça va lui coûter cher alors que c'est le même contenu. Donc, il va pénaliser ton site forcément. D'où le fait d'utiliser ce genre de balise. Rendre votre site intéressant et utile. Et là, on est dans une très très grosse partie, une partie super importante. Pourquoi? Parce que dans les dernières mises à jour, il y a beaucoup de sites qui sont tombés à cause de ça. Google veut du texte facile à lire, bien organisé. Vous rédigez de façon naturelle. Naturelle, ça veut pas dire pas IA. Ça veut juste dire de façon naturelle. Bien écrit, facile à lire. Il y a beaucoup d'outils SEO qui mettent des scores de lisibilité, par exemple. C'est super important. Tu peux rédiger avec l'IA et tu peux repasser derrière, par exemple. Ça peut être une très bonne façon de faire aussi. Pas de faute d'orthographe, pas de faute de grammaire. Google comprend de mieux en mieux ça, donc ouais, il faut faire attention. Même si parfois, une ou deux petites fautes, ça peut rendre un peu plus naturel aussi. Vous voyez, il y a des petites logiques qu'on peut aller chercher un peu plus loin. Divisez les contenus longs en paragraphes et sections et fournissez des titres pour aider les utilisateurs à parcourir vos pages. D'où le fait, là, on dit bien que la structure des titres d'une page est importante. Et du coup, il dit bien aussi qu'il faut segmenter les contenus longs en paragraphes et sections. Donc, bien faire en sorte que une idée égale un paragraphe. C'est une règle logique que j'applique dès que je fais de la rédaction SEO et vous devriez faire pareil. Le contenu est unique, donc on revient à ce qu'on mettait juste avant. Il faut absolument que ce soit du contenu unique, le contenu dupliqué est pénalisé forcément. C'est pour ça aussi que le contenu IA, s'il est mal fait, est très pénalisant parce qu'en fait c'est du contenu qui paraît dupliqué à Google parce que les mêmes formulations de phrases, parce que les mêmes recommandations, si on fait un article sur les destinations, c'est les mêmes recommandations, c'est les mêmes trucs, pas incroyable. Et pareil, si tu fais que copier en fait tes concurrents, Google, il sait très bien aussi, il a l'historique de quand a été publié telle page, non. Donc en fait, il va très vite voir que ton contenu est pas le contenu principal, le premier contenu qui a été publié de ce type-là. Donc la plupart du temps, c'est toi qui vas prendre une pénalité. Ça arrive que ce soit l'inverse, mais ça c'est du SEO, négative SEO un peu plus poussé. Bref, on en parlera une autre fois. Le contenu est à jour. Ça, super important parce que là, Google met en avant le fait qu'il faut tenir à jour son contenu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'evergreen content. Et c'est super important. C'est vraiment parmi les grandes recos. Toujours retaper tous les au minimum 6 mois ton article, ajouter un petit bloc de texte, une petite image, des petits trucs assez sympas, mais pour montrer qu'il y a de la fraîcheur dans ton contenu et que ton site en fait est juste bien géré, quoi. C'est super important et le contenu est utile, fiable et people first. Alors là, on a 3 points différents. Utile, c'est réponse à l'intention utilisateur. Fiable, c'est qu'il est sourcé, c'est que tu donnes des informations qui sont véridiques, des informations qui sont vérifiables, qu'on peut aller checker sur d'autres sites qui, eux, ont de l'autorité. Et donc, la fiabilité aussi passe par les liens, par le fait qu'il y ait beaucoup de sites importants qui fassent un lien vers ton contenu pour dire que ton contenu est fiable. Et people first, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit absolument à l'utilisateur avant tout. Un utilisateur, c'est quelqu'un qui va interagir avec le contenu. C'est quelqu'un qui va rester sur le site. C'est quelqu'un qui va cliquer. C'est quelqu'un qui va scroller. Donc, people first égale engagement utilisateur. Je te bassine avec ces facteurs-là, mais en fait, tu vois, on retrouve tout ce que je dis tout le temps dans la doc de Google. Anticiper les termes de recherche de vos lecteurs. Super intéressant. On va passer cette partie-là rapidement parce que dans la formation gratuite qu'il y a sur ma chaîne, dans la playlist formation gratuite rédaction SEO, en fait, on aborde toute la partie recherche de mots-clés. Je t'invite à aller la regarder. Toute cette partie-là, tu le sais, c'est super important parce que, en fait, si tu vises pas de mots-clés, tu vas pas pouvoir t'adresser à la bonne cible, aux personnes que tu veux toucher, que tu veux avoir comme client. Et la recherche de mots-clés, en fait, il y a des mots-clés qui sont pas du tout recherchés, il y a des mots-clés qui sont super recherchés. Faut savoir où tu vas, faut savoir où est la concurrence. Tu crées ton plan de contenu et ensuite, t'envoies du contenu et ensuite t'envoies l'autorité et comme ça t'as ton SEO, t'as ta stratégie SEO qui est faite. Éviter de distraire les lecteurs avec les publicités. Intéressant parce que du coup Google a sa propre régie publicitaire avec AdSense. Même si les annonces font partie d'Internet et sont destinées à être vues par les internautes, ne les laissez pas les distraire inutilement ou les empêcher de lire votre contenu. Donc évitez les publicités, les pages interstitielles. Le fait d'avoir des pop-up par exemple qui cachent le contenu avant, etc. Apparemment c'est pas dans les recos de Google, mais ça marche bien dans certains cas, en tout cas pour acheter du trafic par exemple, ça marche bien. Il y a
a différents cas d'utilisation, mais sur ta page web, il faut que la personne ait accès directement au contenu, à la réponse, à l'intention de recherche, à pourquoi elle a recherché ce mot-clé, et du coup qu'elle trouve sa réponse rapidement. C'est important pour Google. Fournir des liens vers des ressources pertinentes. Donc on parlait de la fiabilité du contenu. Encore une fois, il faut que à la fois toi tu reçoives des liens pour montrer que ton contenu est pertinent, crédible, comme la fameuse phrase c'est une page égale une intention de recherche égale un mot-clé. En fait, tu vas traiter que un mot-clé, tu vas traiter qu'une intention. Mais la personne, une fois qu'elle a répondu à ça, bah, elle veut peut-être répondre à une autre intention, à un autre besoin, à une autre question. Donc, il va falloir que tu, toi-même, la guides, parce que c'est toi l'expert de ta niche. Tu as une niche dans les chaussures, bah, en fait, c'est toi l'expert de la chaussure. Tu dois savoir, quand la personne se pose cette question, quelle est la question suivante, et l'emmener vers la question suivante. Et ça passe par les liens dans les sites internet. Et c'est donc ce qu'on va appeler le maillage interne. Là, tu vois, on a l'exemple avec une page mère et des pages filles. Shopbird, Shopbird Yellow, Shopbird Red, Shopbird Care. Parce que la personne, quand elle cherche à acheter un oiseau, elle veut peut-être acheter un oiseau jaune, un oiseau rouge, ou alors elle veut savoir comment prendre soin d'un oiseau. C'est les questions qu'elle peut se poser à ce moment-là. Bref, il faut vraiment que tu connaisses ton utilisateur pour réussir à créer toutes ces pages-là de contenu et répondre à toutes ces questions et faire en sorte qu'elles aient des liens logiques et un cheminement logique jusqu'à l'achat et après l'achat. C'est vraiment ça la base du SEO aujourd'hui, en 2024. Rédiger des textes de liens appropriés. Ça, c'est super important parce que les ancrages de liens, c'est un facteur pris en compte. Et c'est marrant parce que le lien est posé sur des mots, ce qu'on appelle un backlink, c'est avec un ancrage, donc un texte d'ancrage. Le mot d'ancrage va être référencé sur la page qui contient le backlink et va pousser aussi le référencement de la page qui perçoit le backlink. C'est assez marrant, c'est des études qui avaient été faites il y a un petit moment, mais du coup les deux pages vont ranker sur ce mot-clé-là. Et ça a un vrai poids parce qu'en fait toute la sémantique autour d'un lien, donc à la fois dans le paragraphe et à la fois sur le texte d'ancrage, vont permettre d'envoyer un signal à Google pour dire que le lien qu'on a mis là, il parle de ça. Donc, tu dois aussi potentiellement lui faire plus confiance dans cette thématique-là. Et en fait, comme ça, la page qui va recevoir le lien, donc là, la fameuse page que tu vois en bas, développeur Google, bah cette page-là, on sait qu'elle va parler des textes d'ancrage appropriés, donc du netlinking, donc des liens, etc., etc. Donc, elle est potentiellement plus crédible parce qu'elle reçoit un lien depuis celle-ci. Créer des liens quand vous en avez besoin. Les liens peuvent fournir du contexte sur un sujet. Donc, vraiment, une page, une intention, un mot-clé. Et si tu as besoin de parler et approfondir un autre sujet, hop, tu fais un lien et tu fais une page web spécifique. Super important de faire ça parce que Google aujourd'hui, c'est ce qu'il apprécie et son objectif, encore une fois, c'est de donner le contenu le plus pertinent à l'utilisateur et il le fait au travers de ces fameux liens, au travers de ces fameux contenus qui répondent à une intention de recherche. Influencer l'apparence de votre site dans la recherche Google. Là, c'est super intéressant parce que on va toucher à toute la partie données structurées et à toute la partie CTR. CTR, c'est Click-Through Rate, c'est le taux de clic en fait en français. Dans le moteur de recherche de Google, ton résultat va apparaître donc parmi la liste de sites pour un mot-clé et tu peux faire en sorte de manipuler un petit peu les utilisateurs pour qu'ils aient plus tendance à cliquer sur le tien, sur ton site, sur ton résultat, plutôt que ceux de tes concurrents. Et ça, c'est super important parce que, un, le CTR, c'est un facteur de classement pour Google, pour le ranking. Et deux, en fait, si tu es en top 3, mais que potentiellement tu obtiens plus de clics que le premier et le deuxième, bah, un, tu fais plus de trafic et potentiellement plus de clients. Et deux, comme c'est justement un facteur de classement, le CTR, bah, en fait, tu vas passer en position 2 ou position 1 au fur et à mesure. Donc, tu as tout intérêt à travailler cette partie-là, cette partie esthétique et marketing. Et ça passe par le title, donc le meta title, c'est ce qu'on voit ici. Dans un résultat, c'est le titre qui va s'afficher. Et ça, tu peux le marketer, tu peux mettre ce que tu veux pour ton résultat, pour ta page. Donc, fais en sorte d'être impactant. Mais pareil, je vais pas plus le développer parce que ça, on le traite ensemble dans ma formation gratuite SEO sur ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite encore une fois à aller la voir. Attends juste de finir cette vidéo et ensuite va la voir, c'est un vrai conseil. Et du coup, ils sont sympas, Google, ils te donnent même des exemples si vous utilisez un CMS, bref. Et donc là, on va retrouver la partie du code, HTML, head, title, head. Ça, c'est pour comprendre où est-ce que tu dois le mettre, comment ça se passe. On va avoir contrôlé vos extraits. Les extraits, donc, c'est la méta-description. La méta-description, c'est ce qui va s'afficher en dessous du title qu'on vient de voir. Et pareil, en fait, tu peux marketer cette partie-là. Par contre, cette partie-là, elle est beaucoup plus volatile. C'est-à-dire que Google, il peut, si ça lui convient pas ce que tu lui proposes, mettre une partie de ton contenu qu'il aura pris directement dans ton contenu et la mettre en méta-description. Parce que ça correspondra mieux à la recherche qu'a tapé l'utilisateur. Il faut vraiment que tu la travailles de façon à ce que, elle s'affiche souvent parce qu'elle est pertinente, donc parce que tu donnes des vraies informations. Et deux, en fait, que si tu arrives à la faire matcher avec ton title, c'est jackpot pour toi parce que la personne, elle va lire le title, elle va se dire et après, elle va lire ta description, elle va dire ah ouais, ah ok, mais en fait, il faut que je clique là. Et hop, là, tu as gagné une personne qui a cliqué sur toi, donc tu as augmenté ton CTR. C'est super important, mais encore une fois, Google, il en fait un peu casse sa tête là-dessus, donc il faut vraiment que ta méta-description soit très très bien travaillée, sinon elle apparaîtra pas comme tu la proposes à Google. En fait. Tu vois, l'extrait provient du contenu réel de la page vers
vers laquelle renvoie le résultat de recherche. Vous contrôlez donc totalement les mots pouvant être utilisés pour générer l'extrait. Parfois, l'extrait peut provenir du contenu de la balise métadescription, généralement un résumé succinct de la page composé d'une ou deux phrases. Pour être efficace, une métadescription doit être courte, propre à une page spécifique et inclure les points les plus pertinents de la page. Donc, petit exemple, donner des chiffres, par exemple, ça peut être des points importants de la page, des points pertinents. Mais encore une fois, dans ma formation SEO, bref, tu trouves ce type de contenu et on traite de la métadescription. Ajouter des images à votre site et les optimiser. Super important. Pourquoi? Parce que, en fait, tu parles à des utilisateurs. Les utilisateurs, ils adorent voir des images, ils adorent voir de la vidéo, ils adorent voir tout type de contenu. C'est super important. Si là, on parle de blog de recettes, si sur un blog de recettes, t'as pas d'image de tes recettes, c'est pas incroyable. Donc, super important et super important de le faire aussi en très naturel. Ça marche bien, mais pareil, tu peux faire soit du très naturel, soit du très IA. En tout cas, essaye d'avoir une image spécifique par rapport à ton site, aussi à ta charte graphique, etc. C'est plus pertinent. Ajouter des images de haute qualité. Ce qui est recommandé aujourd'hui sur Google, c'est de mettre au format WebP. C'est ce qui prend le moins de place, le moins de taille, et surtout, c'est ce qui est optimisé comme format pour Google. Pareil, le poids des images, ça peut alourdir énormément une page et ça peut la rendre pas du tout accessible pour des utilisateurs. Donc ça peut te pénaliser aussi. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ce que l'image se reste de haute qualité tout en n'étant pas trop lourde pour le chargement. Bref, il faut que tu arrives à faire matcher un petit peu tout ça, mais tu devrais y arriver. Ajouter texte alternatif descriptif à l'image, ça c'est des recos que tu peux trouver sur Yoast SEO, etc. Mais l'attribut alt, pareil, j'en parle dans la formation gratuite, mais c'est super important parce qu'en fait ça permet de te ranker aussi dans Google Images, ça te permet de donner de l'information à Google de quoi parle l'image, donc ça entraîne aussi leur machine learning là-dessus, et à terme, Google, ils vont aussi soit générer leurs propres images, soit réussir à identifier parfaitement le contenu d'une image. Donc l'attribut alt, j'imagine qu'un jour il disparaîtra. Ou alors, il faut vraiment que tu le travailles bien et que tu donnes un maximum d'informations pertinentes pour bien te positionner. Mais en tout cas, c'est super important. Pareil, optimiser les vidéos de haute qualité sur une page distincte avec un texte pertinent. Test descriptif dans les titres et les champs de description d'une vidéo. Plus tu donnes d'informations à Google, mieux il comprend le contenu, mieux il va te référencer. En fait, c'est tout simple, c'est vraiment logique. Mieux il comprend de quoi tu lui parles, mieux il comprend pourquoi tu es crédible, mieux il comprend pourquoi tu es expert et pourquoi tu mérites d'être référencé sur cette recherche, mieux il va te référencer aussi, tout simplement. Donc, donne-lui du contenu à valeur ajoutée, donne-lui du contenu pertinent pour l'utilisateur, donne-lui du contenu pertinent pour les recherches que font les utilisateurs. Et en faisant ça, t'as pas de raison de pas te positionner. Fais du meilleur contenu que tes concurrents et ça va marcher. Après, qu'est-ce que c'est meilleur contenu? En fait, tu connais tes clients, donc réponds à toutes les questions qu'ils ont. Rien qu'en faisant ça, normalement, tu devrais avoir des pages positionnées, tu devrais avoir du trafic. Promouvoir votre site web. Et là, c'est super intéressant parce qu'en 2024, c'est un des facteurs les plus importants, le fait d'avoir du trafic sur le site et le fait que le SEO, en fait, si tu te bases sur un seul canal d'acquisition, c'est compliqué parce que si demain, tu as une core update Google qui change tout et en fait, tu perds toutes tes positions, en fait, ton business meurt parce que tu reposais que sur le SEO. Il faut avoir au moins 2 canaux d'acquisition qui tournent en même temps pour pallier s'il y en a un qui tombe. Après, tu peux en avoir 3 à 4, mais dans un premier temps, fais un, puis un deuxième, puis un troisième, et tu vas comme ça. Dès que tu en as masterisé un, tu scales les suivants. Et le trafic, c'est super important parce que ça envoie des facteurs à Google comme quoi tu es connu, comme quoi tu es une marque, comme quoi tu plais, comme quoi les gens ne proviennent pas que de la recherche Google, mais ils te connaissent aussi par d'autres biais. Et le trafic qui s'engage sur ton site, donc qui scrolle, qui clique, qui navigue, en fait, plus il y en a, mieux c'est. Et ça, Google, il le comprend très bien. Grâce à Google Chrome, par exemple, que beaucoup de personnes utilisent, il sait à peu près estimer combien de personnes sont sur ton site, combien interagissent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Avec ça, il fait des petits rapports, il se dit, ah ok, mais là, sur ce site-là, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de trafic, hop, on va le remonter parce qu'il est pertinent. Tu vois un petit peu le fonctionnement. Donc, promotion sur les réseaux sociaux. En plus, je t'ai fait une petite vidéo la semaine dernière sur comment automatiser tous tes réseaux sociaux pour justement capter du trafic sans que tu aies rien à faire. Je t'invite à aller la voir. Engagement de la communauté. Donc, pareil, engagement de la communauté, ça peut être via ton emailing, via tes réseaux aussi, bref, tu as plein de facteurs différents. Publicité en ligne et hors ligne, intéressant d'avoir de la pub, parce que c'est un canal que tu peux maîtriser assez facilement, et surtout qui, en fait, tant que tu mets de l'argent, devrait marcher. Donc, intéressant d'avoir ce levier-là. C'est souvent bien pour un lancement, c'est souvent bien aussi pour réussir à scale, si tu fais que de l'organique au bout d'un moment. Il y a plein de stratégies différentes, mais en tout cas, ça fait partie des facteurs très utilisés. Et le bouche à oreille, et bien d'autres méthodes, de l'achat de trafic, il y a d'autres pratiques, mais le bouche à oreille est l'un des moyens les plus efficaces et les plus durables en d'autres termes
les internautes qui connaissent votre site en parlent à leurs amis. On appelle ça aussi le direct, parce que les gens vont taper ton nom de marque ou l'URL directement de ton site, ou ton nom de marque dans Google et vont cliquer. Donc c'est pertinent, ça montre que en fait, tu es en train de créer une vraie marque. Et du coup, c'est un vrai facteur, et là, c'est un vrai conseil. Ça montre en fait que Google va se baser énormément sur les requêtes du nom de ta marque pour te positionner aussi. Donc si tu viens de créer une marque et que tu arrives à pousser beaucoup de gens à faire la recherche sur ton nom de marque et cliquer sur ton résultat, ça va montrer à Google que tu as une vraie marque, une vraie communauté, et super important pour le référencement au global, parce qu'en plus la homepage diffuse du jus à toutes tes autres pages de ton site. Donc, super important, encore une fois, de travailler cette partie-là et de faire en sorte que tu sois implémenté en tant que marque aujourd'hui et que tu fasses pas seulement un petit peu de SEO à droite à gauche, tu pousses des pages, quelques mots-clés et tout. Vraiment, le plus important, c'est d'avoir une marque. Comme dans la vie courante, vous pouvez en faire trop et nuire à votre site. Les internautes risquent de se lasser de vos publicités et les moteurs de recherche peuvent considérer certaines de ces pratiques comme une manipulation des résultats de recherche. Donc, attention, attention, attention à pas envoyer des gros pics d'un coup, par exemple. Attention à pas que ton trafic provienne de trop de sites très bizarres d'un coup. Tu vois, il faut que ça reste logique, que ça reste naturel aussi. Google est pas bête, il va dévaluer parfois pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pénalités dans un sens ou dans l'autre. Mais surtout, il analyse, il a quand même des millions, des milliards de résultats qu'il a analysés au fur et à mesure. Son affinage, son œil s'aiguise aussi un petit peu. Donc, fais attention, envoie pas des trucs qui sont trop cramés directement. C'est pour ça que souvent, on dit d'y aller progressivement, que ce soit pour les backlinks, que ce soit pour le contenu, que ce soit pour l'achat de trafic, tout ce que tu veux. Vas-y progressivement et commence doucement et que tu y vas au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Point sur lequel nous pensons qu'il est inutile de se concentrer. Balise méta de mots-clés, sous-domaine et sous-répertoire d'un point de vue commercial. Faites ce qui est pertinent pour votre entreprise, mais apparemment, il n'y a pas de besoin spécifique. Bien que PageRank utilise des liens et soit un des algorithmes fondamentaux de Google, la recherche Google ne se limite pas aux liens. Donc là, ils disent clairement, n'achetez pas de backlink. Mais au final, on l'a bien vu quand il y a eu le leak des informations de Google. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus aussi. En fait, Google nous ment depuis longtemps. Donc le PageRank et les liens, les backlinks, bien sûr que c'est important. Mais par contre, comme ils le disent, la recherche Google ne se limite pas aux liens. Et ça, je suis 100% d'accord. On l'a vu juste avant, il faut avoir du contenu. Il faut que ton site soit accessible. Il faut que les gens s'engagent sur ton site, que tu aies du trafic. Donc en fait, oui, clairement, il n'y a pas que les liens. Après, les liens, ils avaient une place prédominante. Ils ont une place maintenant qui est plus forcément le facteur le plus important. Aujourd'hui, je dirais que c'est l'engagement potentiellement de trafic. Mais en fait, maintenant, c'est plus un tout de plein de facteurs. Il y en avait 14 000 dans le leak. Tous ne sont pas pris en compte, mais tu vois un peu l'immensité du nombre de facteurs pris en compte. Oui, il n'y a pas que les liens, mais en tout cas, faire des liens, ça marche toujours. Accumulation de mots-clés, ça par contre, je te déconseille vraiment parce que le spam de mots-clés, ça va tuer tes contenus. Mais en fait, Google, il va même pas les indexer, donc ça servira à rien. Mots-clés dans le nom de domaine ou le chemin d'URL. Donc là, tu vois, ils le disent bien, dans le chemin d'URL, en fait, il n'y a pas d'importance d'avoir le mot-clé pertinent de la page dans l'URL, mais par contre, il faut, comme on l'a vu tout à l'heure, que ça reste logique dans ton URL, qu'on sache quel contenu on va avoir sur la page grâce à l'URL, mais par contre, ça n'a pas d'impact direct pour le référencement, c'est plus pour l'utilisateur. Toujours en ce qui concerne les noms de domaine, extensions de noms de domaine n'ont pas d'importance, sauf si tu cibles des pays spécifiques, donc le .fr, forcément, il va parler à la France et il va pas aller parler au Mexique. Par contre, tu vois, tu as des .io, etc. qui marchent un peu partout, donc il n'y a pas trop de sujets. Par exemple, si vous essayez de vendre du fromage néerlandais des internautes effectuant des recherches depuis la Suisse, c'est normal d'avoir le .ch, logique, un nom de domaine, mais autrement, la recherche Google ne se soucie pas du domaine au premier niveau que vous utilisez, qu'il s'agisse de .com, .org ou .asia. Donc, si tu veux faire de l'international, achète un .com, un .org, ça marche très bien aussi. Si vos contenus est accessible via plusieurs URL, ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas, cette méthode est inefficace, mais elle n'entraîne pas de action manuelle. Donc non, mais pense à mettre tes balises canonical pour pas avoir de soucis. Nombre et ordre des en-têtes. Pour les lecteurs d'écran, c'est très bien d'avoir des titres dans un ordre sémantique, toutefois pour la recherche Google, ils peuvent être dans le désordre, peu importe. Donc bon, ils prennent pas ça en compte, il n'y a pas grand chose. Longueur minimale ou maximale de contenu, ça, c'est une question qui revient tout le temps en SEO. Est-ce que mon contenu doit faire 500 mots, 2000 mots et tout? En fait, ton contenu, déjà, il doit répondre à l'intention de recherche. Donc en fait, si la réponse, elle peut se faire en 200 mots, tu la fais en 200 mots. Si elle doit se faire, parce que c'est une étude scientifique ou quoi que ce soit en 5000 mots, tu la fais en 5000 mots. Déjà, là, ça te donne un ordre d'idée. Et au-delà de ça, en fait, tu vas toujours te baser sur ta concurrence. Tu vas regarder tes concurrents, combien ils ont le lien dans le top 3, et celui qui a le moins de liens, qui est le mieux classé, tu vas te dire, ok, il a potentiellement le meilleur contenu. Il a le meilleur contenu, ok, il a combien de mots? Ok, il traite de quoi au début? Ok, il traite de quoi ensuite? En fait, au fur et à mesure, tu vas faire comme ça, et toi, tu vas venir te dire, ah, ok, mais là, je peux rajouter des infos, j'ajoute des infos, et ah, là, il y a trop d'infos, ça, je pourrais en faire une page. C'est des deux intentions de recherche différentes.
différente. OK, j'enlève cette partie-là, je la mets dans une autre page. Tu vois? C'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, déjà, fais une liste, une mind map de tout ton contenu, toutes les questions que se posent tes potentiels clients. Tu fais leur chemin comme ça. Tous tes contenus, tu les crées sur des pages web. Tu fais des liens pour les emmener d'un contenu à l'autre en fonction de la question à laquelle ils viennent répondre et celle vers laquelle tu dois l'aiguiller, ou vers le produit, ou vers la page catégorie. Bref, tu vois un peu le système. Et comme ça, au fur et à mesure, en fait, tu vas voir, à la fin, tu retrouveras que le contenu pertinent sur chacune des pages. Et après, pareil, tu peux faire des tests. T'ajoutes du contenu, t'attends 2 semaines, tu vois s'il y a un yo-yo dans tes positions, tu rajoutes du contenu, tu vois s'il y a un yo-yo. Bref, il faut tester. Croire que le EAT est un facteur de classement. Le EAT, c'est expertise, expérience, autorité et trust, donc confiance, crédibilité. En gros, c'est plus un regroupement de plein de facteurs que vraiment un facteur de classement. C'est quelque chose dont les SEO parlent beaucoup. Le fait d'avoir une bonne réputation en ligne, de cumuler l'expérience sur la page avec la crédibilité de la page. En fait, c'est comme ça que tu vas analyser ta page un petit peu. C'est un peu tous les différents groupes d'éléments qu'il faut checker sur ta page. À proprement parler, c'est pas un facteur de classement, mais par contre, ça implique énormément de facteurs de classement. Des backlinks, de l'engagement, du taux de session, du taux de rebond, des clics, le fait d'avoir les mots-clés, de parler, est-ce que ton contenu il est sourcé ou pas. Bref, tu vois, il y a plein de sujets différents qui sont regroupés un peu dans tout ce qu'on a dit au final, au fur et à mesure là, de cette page-là. Étape suivante, premier pas avec la Google Search Console, faire évoluer les SEO de votre site web, améliorer l'apparence de votre site, dans les résultats de recherche avec les données structurées, je t'en parlais tout à l'heure, et rester informé des questions. Bref, je t'invite encore une fois à aller checker Google Search Central. Si tu as des questions, si tu as des sujets, et surtout si tu veux lancer ton site, si tu penses que ton site a besoin, parce que dans ta Search Console, il n'est pas bien référencé, parce qu'il y a plein d'URL qui sont pas en ligne, etc., etc., n'hésite pas. J'ai toujours dans la description de la vidéo mon petit lien d'accompagnement. En plus, je l'ai retapé, là, il est tout beau, donc je t'invite à l'utiliser. C'est gratuit, évidemment. Pense à me dire aussi dans les commentaires quelles sont tes problématiques, toujours intéressant. D'ailleurs, pense à me dire si tu connaissais la Google Search Central dans les commentaires, parce que j'imagine qu'il y a 90% d'entre vous qui la connaissaient pas, alors que c'est quand même une très bonne base, 1 d'apprentissage, 2 de connaissance du SEO, et 3 juste pour aller explorer un peu l'immensité de Google. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, cette review un peu de toutes les bases du SEO, de tout ce que Google nous donne. On va revoir des vidéos un peu dans le même style, parce que j'ai des documentations notamment sur la dernière core update d'août. Je vais l'analyser. On va voir toutes les dernières nouveautés de Google, surtout si le format te plaît et que t'aimes bien. Mets un petit like, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!